c'est qu'il va falloir configurer des règles au niveau de vos pare-feux et de vos IDS pour détecter et bloquer les sondes. Les sondes, c'est tout simplement les paquets qui sont envoyés par les différents outils tels que Nmap ou autres. Vous devez vous-même essayer de faire un scan de vos hôtes sur le réseau pour vérifier déjà si votre pare-feu est configuré correctement pour pouvoir détecter les différents types de scans, que ce soit des stealth scans ou bien d'autres types de scans. Vous devez aussi vous assurer que votre routeur utilise, ainsi que votre pare-feu, utilise déjà des mécanismes de filtrage qui ne peuvent pas être bypassés par un port source particulier. Parce que des fois, ce qu'on fait au niveau des routeurs, c'est qu'on donne certains privilèges à certains ports sources. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin au niveau de certaines applications ou bien au niveau de certains de nos serveurs. Aussi, vous devez vous assurer que votre IDS, votre routeur, votre firmware et de votre pare-feu sont toujours mis à jour avec la dernière version pour éviter qu'il y ait déjà des vulnérabilités applicatives qui peuvent être utilisées par l'attaquant. Vous devez utiliser des règles personnalisées pour verrouiller votre réseau et bloquer les ports indésirables. Vous devez filtrer tous les messages ICMP sur les pare-feux et les routeurs. Donc vous ne devez pas répondre aux messages ICMP. Et vous devez effectuer des scans TCP/UDP en utilisant les sondes ICMP pour contrôler toujours votre configuration et vérifier que les règles anti-scanning et surtout anti-spoofing sont correctement configurées. La question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'anti-spoofing à ce niveau-là? Puisque là, nous, on est en train de parler du scan uniquement. Pourquoi là, on est en train de dire qu'il faut vérifier que les règles anti-spoofing sont correctement déployées? Monsieur Leqat, est-ce que vous avez une idée? Vous êtes étonné. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on va vérifier que les règles anti-spoofing sont déployées? Je ne sais pas, monsieur. Alors, il faut savoir que généralement, quand on veut se protéger contre le scan, on se protège beaucoup plus contre le scan externe et contre le scan venant de certains segments du réseau. Alors, quand on parle de certains segments du réseau, c'est beaucoup plus le segment des users. Parce qu'il faut savoir, dans un réseau d'entreprise, vous avez au moins 3 segments, voire même 4. Vous avez le segment DMZ pour les serveurs qui sont publiés sur Internet. Vous allez avoir un segment réseau pour la partie serveur. Vous allez avoir un segment réseau pour les users. Pour les users, ou bien vous pouvez même le diviser en fonction de la nature de vos utilisateurs. Et vous allez avoir un segment admin. Segment admin, vous allez mettre les administrateurs. Généralement, vous allez interdire aux users de scanner le réseau, parce qu'il n'y a pas une raison qu'un utilisateur se mette à scanner votre réseau. Vous allez interdire à tout ce qui vient de l'extérieur de scanner vos réseaux, mais vous allez toujours autoriser les administrateurs de faire des scans. Donc même au niveau des règles des pare-feux, au niveau des règles des routeurs, les administrateurs auront le privilège de scanner le réseau, parce que ça fait partie de leur travail. Si on n'a pas mis en place des règles de anti-spoofing, ça veut dire que n'importe quel utilisateur pourra spoofer l'adresse de l'administrateur. Et s'il va spoofer l'adresse de l'administrateur, il pourra faire tout ce que l'administrateur pourra faire, notamment le scan. Donc, toutes les règles que vous avez mises auparavant pour bloquer les scans ne serviront pas à grand-chose. Si n'importe quel utilisateur peut spoofer l'adresse d'un administrateur, et sachant que les adresses des administrateurs auront des autorisations spéciales pour faire des scans, dans ce cas-là, tout votre système va s'écrouler. C'est pour cela que quand on vous parle de règles anti-scanning, on rajoute toujours les règles anti-spoofing pour empêcher quelqu'un d'usurper l'adresse IP de votre administrateur ou bien des personnes autorisées et qu'il puisse faire le scan. Alors, maintenant, on va essayer de voir rapidement c'est quoi la notion d'OS Discovery. Alors, généralement, quand on fait un scan, on arrive à savoir de manière
quasi sûr quel est l'OS qui se trouve sur la machine. Grâce à ce qu'on appelle le banner grabbing, donc ce qu'on appelle la récupération des bannières, ou bien l'OS fingerprinting. Alors, la récolte des bannières, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'identifier un OS à partir de certaines informations qui sont délivrées systématiquement par l'OS. Donc, généralement, on peut le faire de deux manières, soit de manière active, soit de manière passive. Pourquoi est-ce que l'attaquant veut savoir c'est quoi l'OS? Parce que chaque type d'OS va avoir ses propres vulnérabilités. Je ne trouverai pas les mêmes vulnérabilités, par exemple, sur un Windows 11 ou bien un Windows 10. Je ne trouverai pas les mêmes vulnérabilités sur un Windows ou un Linux, ainsi de suite. Donc, pour faire cette récolte de bannières, alors, si on le fait de manière active, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va concevoir des paquets, certains types de paquets, on va envoyer à distance vers la machine et on attend de recevoir des réponses. Et c'est en fonction des réponses qu'on va recevoir qu'on saura c'est quoi ce système d'exploitation. Maintenant, c'est quoi cette réponse qu'on va savoir? Il faut savoir que chaque système d'exploitation a sa propre manière d'implémenter la pile TCP/IP. Par sa propre manière, ça ne veut pas dire qu'il a son propre protocole, mais il a certaines variables qui vont varier au niveau de la pile TCP/IP d'un OS à un autre, et même entre les différentes versions de l'OS. Pourquoi est-ce que cette implémentation de pile va changer? Tout simplement parce que lorsqu'on implémente la pile TCP/IP sur un OS, après quelques années d'exercice de cet OS, on découvre qu'il y a des vulnérabilités qui sont exploitées par des attaquants. Donc on essaie de corriger ces vulnérabilités. En corrigeant ces vulnérabilités, on va modifier l'implémentation de la pile. C'est ce qui fera par exemple qu'il y a une différence entre un Windows XP et un Windows 7. Parce que Windows 7 va pallier à beaucoup de vulnérabilités au niveau de TCP/IP qui étaient utilisées au niveau de Windows XP. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle la récolte de manière passive. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement forcer la machine à générer un message d'erreur. Et à partir de ce message d'erreur, on peut essayer de deviner, si vous voulez, le type de l'OS ou bien le type de serveur. On peut aussi essayer de faire un sniffing de trafic. Donc là, je n'interagis pas du tout avec la machine, je vais faire une capture de trafic et à partir des paquets qui transitent, j'essaie de déterminer la qualité de l'OS. Ou bien, tout simplement, je peux le faire à partir des pages d'extension. Donc là, je cherche des extensions au niveau des URL et ce sont ces extensions qui vont m'aider à déterminer, si vous voulez, la version de l'application que je suis en train pour laquelle je suis en train de récolter de l'information. Alors, comment est-ce que je peux identifier l'OS d'un système cible? Donc, généralement, il y a deux paramètres qu'on va utiliser. C'est ce qu'on appelle le TTL, donc le Time to Live, et la fenêtre les champs Windows au niveau des champs TCP. Là, dans le tableau de droite, je vous ai mis quelques valeurs. Par exemple, pour Windows XP, ça va être 128 65 000. Si je prends par exemple du Solaris, c'est 255 8670. Si je prends un Linux, c'est 64 5720, etc. Donc, chaque OS. Alors, effectivement, ces valeurs, comme le dit M. Hamdi, peuvent être modifiées. Mais un utilisateur non averti ne va pas les modifier. Maintenant, un utilisateur qui va modifier ces valeurs, la modification aura un impact sur le fonctionnement de l'OS lui-même. Pourquoi? Parce que déjà dans un réseau, vos machines communiquent entre elles. Donc vous allez avoir... Non, ils n'ont pas la même signature. Alors, non pas le même cas. Alors, il faut savoir, tout dépend des versions. Là, je vous ai mis un truc grossier, mais ils n'ont pas le même kernel. Alors, maintenant, pour faire cette découverte, on peut utiliser plusieurs outils, notamment Nmap, comme on l'a vu avant, et on peut utiliser aussi Unicorn Scan. Donc, au niveau du Nmap, c'est uniquement l'extension -O. Et là, vous allez avoir immédiatement le résultat de votre OS.
Maintenant, on a aussi la possibilité d'améliorer les choses en utilisant ce qu'on appelle le moteur NSE au niveau de Nmap, ce qu'on appelle le moteur de script. Donc là, on va utiliser certaines variétés de scripts. Par exemple, dans Nmap, si je vais utiliser le protocole SMB OS Discovery, donc là, c'est un script qui se base sur le protocole SMB qui va me permettre tout simplement d'essayer de deviner le type d'OS via les paquets du protocole SMB. Donc là, si vous remarquez, on ne travaille plus sur les paramètres TTL et Windows du protocole TCP, mais on essaie d'affiner en quelque sorte la recherche, parce que au niveau du TP, vous allez remarquer que des fois, le Nmap n'arrive pas à deviner c'est quoi l'OS. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez des familles d'OS qui utilisent les mêmes valeurs. Ou bien, comme l'a dit tout à l'heure votre camarade Hamdini, un utilisateur averti peut s'amuser à modifier certaines valeurs des champs. Donc, la réponse de la machine est faussée. Donc là, vous allez essayer d'utiliser des scripts plus avancés qui vont se baser sur d'autres protocoles qui n'ont probablement pas été altérés pour essayer de deviner à quel type de machine vous avez affaire. Maintenant aussi, on peut faire du fingerprinting en utilisant l'IPv6. Alors, je pense que vous connaissez tous le protocole IPv6, normalement. Dites-moi, en réseau, est-ce que vous faites de l'IPv6 ou non? Est-ce que vous avez déjà fait de l'IPv6 ou non? Pour savoir à quel niveau de détail on va rentrer. Alors, Benkoua, oui, Nmap peut donner un résultat faux. Si vous arrivez à le tromper, ou bien il peut tout simplement vous dire « je ne sais pas ». Alors, apparemment, vous n'avez jamais fait de l'IPv6. Pourtant, ça fait partie de vos programmes. Allez. Donc, on ne pourra pas rentrer dans les détails de l'IPv6 parce que, désolé, on n'aura pas le temps. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer en détail c'est quoi l'IPv6. Donc, IPv6, c'est un protocole qui va suivre l'IPv4. Je pense que ça, vous le connaissez tous. Seulement, quand on va faire un scan avec IPv6, contrairement à IPv4, on va utiliser plusieurs sondes en parallèle. Et avec l'IPv6, nous avons ce qu'on appelle des moteurs de détection d'OS spécifiques à l'IPv6. Par exemple, si vous êtes sur Nmap, il suffit de faire -6, -O pour enclencher les moteurs de recherche. C'est dommage que vous n'ayez pas fait de l'IPv6. Mais bon. Alors, comment est-ce qu'on peut contrer le graphe de bannière, donc la détection de votre OS? Donc, soit vous affichez des fausses bannières, comme l'a proposé votre camarade tout à l'heure en disant est-ce qu'on peut modifier les valeurs du TTL et du champ Windows, soit vous désactivez les services non nécessaires. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que plus vous avez des ports ouverts, plus vous donnez à l'attaquant la possibilité d'avoir le plus d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit chaque service dont vous n'avez pas besoin, désactivez-le. Vous allez sur votre Windows Services et désactivez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Plus vous désactivez des services, plus vous allez diminuer le champ d'interactivité d'un éventuel attaquant avec votre machine. Au lieu de trouver par exemple 40 ports qui sont libres, il trouvera que 2 ports qui sont ouverts par exemple. Donc ça diminuera énormément la possibilité de récupérer des informations. Maintenant, il y a des outils qu'on peut utiliser, par exemple ServerMask, qui tout simplement permet de changer les informations de bannière. Ça veut dire, si vous ne savez pas le faire manuellement, vous utilisez l'outil, vous allez carrément forcer la machine à envoyer des informations erronées, fake informations. Carrément, vous pouvez, avec cet outil, vous pouvez lui dire, voilà, je veux simuler être, par exemple, un Linux ou n'importe quel autre OS. Par exemple, si vous travaillez sur le système Apache, vous pouvez utiliser les fichiers httpd.conf pour changer carrément les informations des headers de vos bannières. Ou bien carrément, vous pouvez désactiver la signature de votre serveur. Donc là, vous allez remarquer qu'il y a énormément de méthodes qui vont vous permettre de désactiver ce type d'informations, que ce soit au niveau de l'OS lui-même, ou bien au niveau du serveur web qu'il y a sur votre OS, que ce soit de l'Apache, ou bien que ce soit de ZIS. Maintenant, depuis tout à l'heure, on est en train de dire, pour éviter le scan, il faut mettre un IDS, il faut mettre un pare-feu, mettre des équipements de sécurité. Comme je vous l'ai dit au préalable, on l'a déjà dit avant,
La sécurité, c'est une course perpétuelle. Vous sécurisez, l'attaquant essaie de trouver une parade pour bypasser votre sécurité. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez améliorer votre sécurité, lui, il va améliorer son attaque, et c'est une boucle infinie. C'est pour ça qu'en sécurité, on ne vous dit pas, on ne dit jamais que je ne me ferai jamais attaquer, mais on se dit, pose toujours la question, quand est-ce qu'ils vont réussir à m'attaquer? Partant de ce principe, il faut savoir qu'il existe des méthodes de scan au-delà des IDS et des pare-feux. Ça veut dire comment bypasser ces équipements de sécurité et pouvoir scanner. Il faut savoir que le rôle principal d'un pare-feu ou bien d'un IDS, c'est d'éviter le trafic malveillant. Donc, ça veut dire de bloquer les paquets à partir du edge de votre à partir de la périphérie de votre réseau. De telle manière que si un attaquant va envoyer un paquet vers votre cible pour évader le pare-feu, il y a certaines techniques qu'il pourra utiliser. On peut citer à titre d'exemple ce qu'on appelle la fragmentation de paquets, le source routing, le source port manipulations. Donc, les techniques, c'est pas ce qui manque. On va essayer de voir certaines de ces techniques ensemble maintenant. On va commencer par la fragmentation de paquets. Alors, il faut savoir que généralement, un IDS ou bien un pare-feu, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne soit en faisant une analyse par signature, soit en faisant ce qu'on appelle une analyse comportementale. L'analyse par signature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que un paquet malveillant a telle signature. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de lui envoyer le paquet en entier, j'essaie de diviser le paquet en 3 sous-paquets. Donc lui, quand il aura le sous-paquet 1, il va vérifier la signature, est-ce qu'elle correspond à une signature malveillante? Ben non, ce ne sera pas la même signature que le paquet entier. Donc, il va le laisser passer. J'envoie ensuite le fragment 2, le fragment 3. Et une fois arrivé à destination, une fois le paquet bypassé, il va y avoir une reconstruction de mon paquet. C'est ce qu'on appelle le principe de fragmentation de paquet. Généralement, on peut faire ce qu'on appelle des scans SYN et FIN en utilisant une fragmentation de paquets généralement. Et ça permet de bypasser tous les pare-feux. Sauf que les pare-feux, entre-temps, se sont améliorés. Donc, les pare-feux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, certains pare-feux sont devenus plus intelligents. Donc, ils essayent de détecter les fragments de paquets et ils essayent de reconstruire les paquets pour empêcher cette technique. D'où l'apparition d'une nouvelle technique, ce qu'on appelle le routage de source. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que des nœuds vont traverser, des paquets vont traverser des nœuds au niveau de vos réseaux, les routeurs, qu'est-ce qu'ils font? Le routeur va examiner sa mission, c'est quoi? Quelle est votre adresse IP de destination? Pour pouvoir choisir quel est le prochain hop, le prochain saut qu'il va vous faire pour pouvoir vous diriger vers votre destination. Le routage source, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais envoyer un paquet à une destination prévue avec une route partielle ou complètement spécifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je vais donner une route, au niveau de mon routage source, je ferai en sorte de modifier l'adresse de destination à chaque fois pour que tout simplement j'arrive à prévoir au préalable les décisions de mon routeur ou bien de mon pare-feu. Je donne un exemple très simple. Si on prend l'exemple qui est là, imaginons que mon paquet, je suis au niveau de l'expéditeur, donc je suis au point A. Ma destination est le point F. Si à la sortie de ma machine, supposons que j'ai un routeur quelque part ici, je lui dis je viens vers le point F. Le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce qu'on appelle des politiques de routage, soit le chemin optimal, soit le moins congestionné, le moins coûteux, etc. Donc automatiquement, il va m'envoyer vers le nœud E. Si je vais du A vers le E directement, je passerai par cet équipement qui forcément va détecter mon paquet malveillant. Donc moi, qu'est-ce que je fais? En envoyant, je fais en sorte que mon paquet soit orienté vers le point C. Pour le point C, donc il va passer par le point B. Une fois arrivé au point C, il y aura un changement d'entête de mon paquet, soit par encapsulation, soit par une autre technique. Pour lui dire non, maintenant je dois aller vers le D. Arrivé au D, je lui dis non, je dois aller vers le E. Et là, je pourrais bypasser le pare-feu ou bien les équipements de sécurité en changeant le routage au niveau de la source.
Donc, il y a ce qu'on appelle aussi la manipulation du port source. Alors, une manipulation du port source, ça veut dire quoi? Généralement, ça veut dire qu'on va remplacer le numéro du port actuel à partir duquel j'ai envoyé mon paquet par un numéro d'un port commun. Par exemple, moi, je suis en train d'envoyer à partir du port 242. Je vais le modifier en disant que c'est le port 80 pour permettre au paquet de traverser le pare-feu. Pourquoi? Parce que le port 80 est un port commun. Oui, Hamdouni, il faut connaître parfaitement le réseau entre vous et la cible, effectivement. C'est pour cela que à chaque fois qu'on vous dit une attaque a 90% de chances de réussir si vous faites une bonne collecte d'informations. C'est pour ça qu'on dit que la première phase de l'attaque, qui est la collecte d'informations, est l'une des étapes les plus cruciales. Si vous n'arrivez pas à collecter les bonnes informations, votre attaque a 99,99% de chances d'échouer. C'est pour ça qu'on utilise énormément de commandes du style qui permettent de faire les mappages de réseau, de détecter les équipements, d'identifier le nombre de sauts qu'il y a entre moi et la victime, etc. D'identifier toutes les entrées qui existent sur le réseau de la victime, etc., etc. Donc je disais, dans notre exemple, si je leur laisse le port de départ, parce que si j'envoie avec le port 242, les pare-feux vont le bloquer by default. Par contre, si mon paquet vient d'un port numéro 80, donc automatiquement, il va le laisser parce que c'est le port HTTP, c'est un port commun. Et généralement, pour faire ça, il suffit d'utiliser au niveau du Nmap le -G, et je vais lui donner le numéro de port que vous voulez simuler, et ça vous permettra de faire un scan en vous faisant, par exemple, passer pour du FTP, du DNS ou n'importe quel protocole que vous voulez. Alors, le decoy, ce qu'on appelle le IP address decoy, bien le lore d'adresse IP, c'est tout simplement en quelque sorte une sorte de spoofing. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai expliqué, je vous ai dit généralement il faut mettre en place les règles de scan anti-scan, en même temps les règles anti-spoofing. Pourquoi? Parce qu'un attaquant peut essayer de faire un spoofing de votre adresse, d'une adresse IP autorisée, pour tout simplement être autorisé à scanner et à bypasser le pare-feu. Tout simplement. Là, la commande au niveau de Nmap, elle est très simple à faire. C'est nmap-d, l'adresse de user P1, 2, 3, etc. Et lui, il va faire le travail. Alors, en dehors du vol d'adresse IP, il y a le spoofing maintenant proprement dit. Alors, le spoofing proprement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je change l'adresse IP source de telle manière à usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Donc là, vous allez utiliser tout simplement la commande hping, qui va vous permettre, hping 3 ou bien hping 2, qui va vous permettre de faire du spoofing directement. Donc là, je pense que le principe du spoofing, tout le monde le connaît. Alors, maintenant, s'il y a du spoofing, il y a toujours une technique pour détecter le spoofing d'adresse IP. Donc là, on parlera de Direct TTL. Alors, généralement, pour essayer de le détecter, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'envoyer un paquet à l'hôte de quelqu'un qu'on suspecte d'être usurpé. Donc, on va recevoir une réponse. On va comparer le TTL de sa réponse avec celui du paquet suspect. Si le TTL de la réponse n'est pas le même que celui du paquet qu'on a vérifié, ceci implique que le paquet a été usurpé. Tout simplement. Parce qu'il faut savoir que celui qui va spoofer l'adresse IP d'une victime n'a pas forcément le même OS que la victime. Et s'ils n'ont pas le même OS, donc le time to live des paquets envoyés n'est pas forcément le même. Généralement, c'est l'une des techniques rudimentaires de base qu'on utilise pour essayer. D'accord. Alors, généralement, si on veut vérifier si quelqu'un est en train de spoofer une adresse IP ou non. Alors, l'une des techniques de base, c'est quoi? C'est la technique la plus simple qu'on peut faire.
Imaginons que je reçois des paquets d'une adresse et j'ai un soupçon que cette adresse soit spoofée. Le paquet que j'ai reçu, il a son propre TTL. Par exemple, dans l'exemple qui suit, il a un TTL qui est égal à 13. Moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'envoyer un paquet à l'adresse qui me semble spoofée, qui est le 10.10.0.5. Maintenant, l'envoi de paquet, comment je peux le faire? Je peux le faire par un ping, par exemple. C'est l'envoi le plus simple. Dès que vous avez remarqué quand vous faites un ping, la réponse, quand vous avez le echo replay, vous avez toujours le TTL. Je vais comparer le TTL du résultat de mon ping avec le TTL des paquets envoyés. Si le TTL est le même, donc là, je me dis, il se peut que ce soit la même personne. Si le TTL est différent, là, je peux être sûr que c'est du spoofing. Parce que souvent, l'attaquant n'a pas le même OS que celui de la victime qu'il est en train de spoofer. L'attaquant ne va pas trop se casser la tête dans ces cas de figure. Il va se dire, bon, je vais utiliser son adresse IP pour faire ce que j'ai à faire, je vais me casser tout de suite. Alors, pour la détection du spoofing, il y a aussi d'autres techniques. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de flux TCP aussi. Alors, l'attaquant envoie toujours des paquets TCP suivis TCP. Lui, il ne va pas recevoir les signes ACK. Parce que pourquoi? Lui, il envoie au nom de la victime, mais les signes ACK vont aller vers la victime. Dans ce cas-là, l'attaquant ne peut pas répondre à une modification si je change la taille de congestion. Donc, si je change la valeur de taille du champ Windows. Donc, en plein trafic, qu'est-ce que je peux faire? Je peux demander à changer la taille du champ Windows. Si le trafic continue, bien que la valeur du champ soit épuisée, cela signifie tout simplement que les paquets sont spoofés. Parce que j'ai envoyé une commande vers la victime, vers la vraie adresse pour changer le TTL. Alors, pour répondre à Benkoua, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à cette diapo, s'ils ont le même TTL, s'ils ont le même OS, ils vont avoir le même TTL. Dans ce cas-là, il y a cette deuxième technique que je suis en train d'expliquer maintenant. Donc, on envoie une commande pour le changement de la valeur du champ Windows. Dans ce cas de figure, tout simplement, là, vous allez le détecter parce que l'attaquant ne va pas recevoir la nouvelle valeur du champ Windows. Il y a aussi d'autres contre-mesures par rapport à l'IP spoofing, notamment le chiffrement du trafic, l'utilisation de plusieurs pare-feux, ce qu'on appelle la défense en profondeur, donc Deep Protection. Ne jamais faire confiance à une authentification basée IP parce qu'elle n'est pas fiable du tout. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser chez vous, mais pas dans un environnement d'entreprise. Toujours utiliser les numéros de séquence aléatoires pour identifier vos paquets. Ça évitera les techniques de spoofing. Faites toujours un filtrage d'entrée et un filtrage sortant. Alors, comme on l'avait vu tout à l'heure, pour faire du scan, pour faire du spoofing ou autre, donc je disais, on crée ce qu'on appelle des paquets personnalisés. Là, vous allez voir, bon, je ne sais pas si, normalement, vous allez le voir en TP. Il existe différentes manières pour créer des paquets personnalisés. Soit vous allez utiliser des outils tout faits, tout prêts, par exemple comme Packet Crafting Tools ou bien Custom Binary Data. Soit vous allez utiliser du langage Python. Oui, le TTL ne dépend pas de l'OS uniquement. Alors, le TTL ne dépend pas de l'OS uniquement, mais c'est un facteur qui permet de déterminer le type de l'OS. Donc, je disais, ou bien il y a le langage Python via la fonction Scapy qui vont vous permettre de construire vos propres paquets que vous pouvez utiliser pour faire des scans et bypasser les équipements de sécurité. Alors, maintenant, il faut savoir aussi que l'attaquant,
généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il peut scanner un nombre d'hôtes dans un réseau cible selon un ordre aléatoire. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Tout simplement parce que le scan normal, généralement, c'est un scan qui va commencer par 10.10.10.1.2.3.4, etc. Donc, le fait de faire un scan de manière aléatoire peut, en quelque sorte, tromper pas les équipements de sécurité, mais celui qui va lire les journaux de log, et il ne pourra pas deviner automatiquement c'est un scan, parce que surtout si en plus de la fonction randomize, vous a rajouté la fonction delay, ce qui fait que vous allez espacer vos scans de telle manière à que ce soit une opération qui va durer beaucoup plus longtemps, mais ça va être des scans séparés dans le temps et qui vont scanner les machines de manière aléatoire. Aussi, on peut envoyer des paquets avec un checksum qui est erroné afin d'évader généralement certaines règles de pare-feu. Généralement, ça marche sur certains pare-feux qui sont mal configurés. Je vous préviens maintenant. Si le pare-feu est bien configuré, ça ne marchera pas. Il y a aussi la possibilité... Bon, je ne vais pas définir un serveur proxy. Donc, je pense que tout le monde sait c'est quoi un serveur proxy. Généralement, on peut aussi utiliser des serveurs proxy pour faire ce travail. Ça permet de cacher la source du scan. Ça nous permet d'usurper déjà l'adresse du serveur proxy parce que vous êtes derrière le proxy, donc c'est le proxy qui reste visible. Et ça permet aussi de bloquer toutes les requêtes qui viennent de l'utilisateur vers votre machine. Et généralement, pour éviter vraiment d'être détecté, donc on essaye d'utiliser ce qu'on appelle un chaînage de proxy. Quand on parle d'un chaînage de proxy, donc là, vous avez plusieurs exemples de chaînage de proxy. Donc, ça va être serveur proxy 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à atteindre le serveur web de la victime. Maintenant, le chaînage de proxy, vous pouvez ne pas le faire manuellement, donc le faire automatiquement, soit en passant par un réseau Tor ou bien n'importe quel autre outil. Maintenant, il existe plusieurs outils proxy. Vous avez par exemple Proxy Switcher. Vous avez CyberGhost qui, lui, va joindre en même temps VPN et proxy. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre proxy et VPN? Parce que souvent les étudiants en M1 sécurité confondent les deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la différence entre un proxy et un VPN? Qui peut me définir c'est quoi un VPN et c'est quoi un proxy? Alors, c'est quoi un VPN? Pour vous, c'est quoi un VPN? Est-ce que quelqu'un a une idée sur c'est quoi un tunnel? Quand on parle de tunneling ou bien de VPN, c'est quoi? Le VPN, c'est un réseau privé virtuel. D'accord. Alors, VPN pour Virtual Private Network. OK. Ça, c'est une définition par rapport au nom. Maintenant, quelle est la fonctionnalité de ce VPN? Qu'est-ce qu'il fait? Encrypter le trafic. Voilà. Alors, un VPN, quand on parle de Virtual Private Network, on parle de tunneling. Pourquoi est-ce qu'on parle de tunnel? Parce que tout simplement, vous avez votre flux d'informations qui circule, et à l'intérieur de ce flux d'informations, il y a un deuxième flux qui est à l'intérieur. Donc, c'est comme si vous êtes en train de créer un tunnel entre vous et la machine distante. Pourquoi on parle de tunnel? Parce que l'information, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, ça veut dire que l'information est chiffrée, ni plus ni moins. C'est un chiffrement, ce qu'on appelle un chiffrement de bout en bout, ou bien point-to-point ciphering. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que tout le flux est chiffré du point de départ jusqu'au point d'arrivée. C'est ça ce que veut dire un VPN, ni plus ni moins. Ça veut dire si quelqu'un... Non, il ne change pas d'adresse IP. Ça, ce n'est pas un VPN. Maintenant, si vous voulez parler de VPN, la définition populaire, oui, mais la définition en informatique ou en sécurité d'un VPN, c'est tout simple, c'est ça. Il faut savoir qu'un VPN, généralement, il est utilisé beaucoup plus par les entreprises qui ont des succursales. Par exemple, imaginons, j'ai une entreprise, le siège est sur Alger, j'ai un siège à Oran, un siège à Constantine. Pour communiquer entre nous, on va installer des VPN.
Donc, on ne changera pas d'adresse IP. Les adresses IP seront toujours les mêmes. J'aurai une adresse IP publique sur Alger, une adresse IP, par exemple, publique à Oran, une adresse IP publique à Constantine. Je mettrai un tunnel entre Alger et Constantine, un tunnel entre Alger et Oran, et un tunnel entre Constantine et Oran, à titre d'exemple. Ceci permettra à Alger de communiquer avec Oran et Constantine en utilisant un canal chiffré, et ça permettra à Constantine de communiquer avec Oran et Alger via un autre canal chiffré. Les adresses IP ne seront pas du tout modifiées. C'est des adresses IP fixes, statiques, connues, surtout si c'est des adresses IP publiques. Parce que si l'adresse IP, j'y arrive, Rofach, parce que si les adresses IP vont changer, mon VPN, il va falloir le reconfigurer. Maintenant, oui, c'est un site-to-site VPN, Rofach. C'est ce qu'on appelle un VPN point-to-point. Maintenant, c'est quoi un proxy? On y arrive. La fonctionnalité de base d'un proxy, c'est quoi? C'est de servir d'intermédiaire. Alors, il faut savoir, M. Benkoua, CyberGhost n'est pas un proxy, c'est un proxy VPN. Alors, le vrai nom technique, c'est un proxy VPN. Et on y arrive. Une seconde. Alors, le rôle d'un proxy, c'est quoi? Alors, le proxy, pourquoi est-ce qu'il a déjà été créé à la base? Initialement, pourquoi est-ce qu'on a créé le proxy? Avant qu'il y ait la problématique de sécurité. Les proxys ont été créés dans un premier temps pour... Non, il faut savoir déjà qu'il y a deux types de proxys. Il y a les proxys qui sont au niveau du serveur, des proxys sortants et les proxys entrants. Alors, les proxys sortants... Alors, imaginez que vous êtes dans une entreprise. Vous voulez que les gens se connectent à Internet. Vous savez, dès qu'on utilise ce qu'on appelle le principe du NAT, Network Address Translation. Network Address Translation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un ensemble d'utilisateurs derrière une adresse IP, derrière des adresses IP privées, et ils vont tous sortir avec une seule adresse IP publique. Ça veut dire que réellement, celui qui est à l'extérieur ne connaît pas les adresses qu'il y a à l'intérieur. C'est de là qu'a commencé à émerger l'idée d'un proxy. Ensuite, on s'est dit, si on arrive à protéger les utilisateurs sans vouloir le faire, parce qu'au début, ce n'était pas ça le but, c'était tout simplement de mutualiser une connexion Internet sur plusieurs utilisateurs, pourquoi nous n'allons pas le faire pour nos serveurs web? Alors, un serveur web, je le mets derrière un proxy. Ça veut dire qu'il y a un serveur relais transparent, qui réellement est transparent à l'utilisateur, qui expose son adresse IP, mais réellement derrière, j'ai mon serveur web qui a une autre adresse IP qui est protégée. Et l'adresse IP n'est pas forcément dans le même réseau. Cette translation d'adresse, ou le routing d'adresse, se fera par le proxy. Ça, c'était dans un but de protection des serveurs web. Ensuite, il y a eu l'idée de dire, puisque le serveur proxy permet de masquer les adresses, pourquoi on ne va pas l'utiliser sur Internet pour pouvoir garder l'anonymat? L'anonymat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, au début, comment ça a commencé? Il y a des gens qui ont mis des serveurs. Par exemple, moi, je mets un serveur à Sydney. Et je dis aux gens, celui qui ne veut pas qu'on sache d'où il se connecte, il peut que passer par mon relais transparent. Donc, il se connecte à mon serveur. Et ensuite, de mon serveur, il va sortir avec l'adresse IP de mon serveur. Donc, c'est pratiquement presque le même principe d'un NAT qui est utilisé dans un réseau privé avec un réseau public. Mais là, c'est deux adresses, entre adresses IP publiques. Donc, le proxy, il servait uniquement à ça. Après, dès que la sécurité a commencé à se développer, les gens se sont rendus compte que ça ne servait pas à grand-chose. Pourquoi ça ne servait pas à grand-chose? Parce qu'il suffisait que quelqu'un intercepte le trafic, comme ce n'est pas un trafic chiffré, pour se rendre compte qu'il y a eu une translation d'adresse. Donc, il va faire ce qu'on appelle un tracking des paquets. Pour voir le paquet tiers, il sort par exemple, la requête est arrivée vers Lisbonne. Je traque le paquet. Ah, il est arrivé à Sydney, de Sydney, il ressort, il y a une translation qui se fait, il remonte peut-être jusqu'à CoPC, par exemple, de Ishar, qui se trouve à Alger. Donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas rajouter une couche de sécurité? La couche de sécurité, c'est quoi? Pourquoi ne pas utiliser des VPN? Un VPN entrant et un VPN sortant, peut-être. Donc, les gens vont se connecter au proxy via un VPN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic entre l'utilisateur et le VPN est chiffré, de telle manière que je ne puisse pas savoir qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer, ni où est-ce qu'il est en train d'envoyer.
Arrivé vers le proxy, il va avoir un changement d'adresse. Donc, si j'utilise un proxy unique, donc de ce proxy, les requêtes vont partir vers les sites web concernés. Donc, si on remonte, on va remonter vers un serveur proxy à l'intérieur duquel tout est chiffré. Donc, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, faites attention. C'est plus compliqué de remonter à la source. D'où est apparue la notion de proxy VPN. Où on vous dit, vous passez par un VPN, donc par un tunnel chiffré, et en même temps, votre adresse IP a changé. Vous aviez l'adresse IP X à Alger, maintenant vous vous connectez à partir de Lisbonne, à partir de Genève, à partir de Francfort, à partir de telle ville ou telle ville. Et c'est ce qu'on appelle les proxy VPN. Donc vous êtes en train de voir, et que vous voyez ici, Proxy Switcher, CyberGhost VPN, NordVPN, OpenVPN, ShadowSock, ProxyDroid, etc. Donc, tous ces outils, réellement, c'est des proxys VPN, non pas uniquement des proxys. Après, vous avez la notion, est-ce que c'est clair, c'est quoi la différence entre VPN et proxy? Oui. OK. Alors, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les anonymiseurs. Alors, un anonymiseur, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui va supprimer toutes les informations d'identité sur votre machine pendant que vous utilisez Internet. Il faut savoir que Internet, il n'y a pas plus traçable qu'Internet. Tout ce que vous faites sur Internet est gardé même après votre mort. Un anonymiseur est un outil qui va essayer, je dis bien essayer, de garder la confidentialité et l'anonymat. Comment? D'abord, il va essayer de garder une signature minimale sur votre machine. Je dis bien minimale, je ne dis pas il ne garde pas de signature, parce que pour ne pas garder de signature, vous allez voir par la suite qu'il faut utiliser des outils tels que Tile. En même temps, il va vous obliger à vous connecter via VPN et via proxy. Donc, un bon anonymiseur ne vous laissera jamais vous connecter en clair. Donc là, on va voir deux outils. Vous avez Alcacer et Tile. Honnêtement, je ne vous recommande pas Alcacer parce qu'il n'est pas très fiable, disons. Par contre, je vous recommande Tile. Tile, c'est quoi? Si vous allez vous documenter et le télécharger, c'est un OS que vous allez mettre sur une clé USB. Pourquoi sur une clé USB? Parce que l'OS, pour l'utiliser, il faudra booter avec la clé. Donc, vous allez booter avec la clé USB. Automatiquement, dès que vous voulez vous connecter sur Internet, vous allez avoir une carte comme celle que vous voyez là sur l'écran de droite. Il va vous dire, vous devez passer par, choisissez votre proxy, choisissez votre VPN. Et pourquoi il est bien? Parce que déjà, la clé va être automatiquement chiffrée. Donc, si vous ne connaissez pas la clé de chiffrement, vous ne pouvez pas démarrer l'OS. Et l'OS n'écrira rien sur votre disque dur. Ça veut dire, même si par la suite, il va y avoir des enquêteurs qui vont prendre... J'arrive et je vous explique. Il y aura des enquêteurs qui vont venir et vérifier votre disque dur, ils ne trouveront rien dessus. Parce qu'ils n'utilisent pas du tout votre disque dur. Il utilisera votre RAM, il utilisera il utilisera le flash disk. Et ce qui est différent avec l'anonymiseur Tile, c'est que quand vous allez faire fermer la session, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer tous les données temporaires de l'OS. Ça veut dire, il n'y aura pas de fichier temporaire téléchargé d'Internet. Il n'y aura pas d'informations inscrites sur le disque, sur le flash disk. Ça veut dire, quand vous fermez votre session, le flash disk, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura l'OS tel qu'il a été le jour où il a été installé. Sauf si vous lui demandez de faire le contraire. Et ça devient une erreur de votre part, ça n'aura servi à rien. Une machine virtuelle, par contre, est une machine qui ne va pas chiffrer le flux. Est une machine qui ne va pas vous obliger à utiliser un proxy. Est une machine qui écrit tout sur le disque dur. Je vous donne un exemple. Vous avez des VM chez vous. Ouvrez le journal de log de n'importe quel VM. Vous allez avoir la liste de tout ce que vous avez fait dans le journal de log. Que ce soit sur le journal de log de VMware ou bien sur le journal de log de l'OS. Vous allez avoir tout l'historique. Par contre, avec Tile, vous rentrez dans l'OS, il n'y a aucun journal. Tout est supprimé. Et il n'y a pas une machine virtuelle qui va utiliser. Si je vérifie l'OS de la machine elle-même, ce que j'utilise, par exemple de mon laptop, il n'y aura rien parce que l'OS ne va même pas démarrer. Donc, Tile, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si je démarre avec un OS bootable. C'est un OS bootable, il ne laisse pas votre OS démarrer. Donc, votre OS ne sait même pas ce qui s'est passé. Et lui-même va supprimer toutes les traces de ce que vous avez fait. Ceci va vous garantir déjà un anonymat en local. Ça veut dire, même si je fais une action malveillante sur ma machine, il n'y a aucune trace.
Maintenant, sur Internet, il vous garantit un certain anonymat. Je dis bien un certain. Quand on avancera dans le cours, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas un anonymat total. Il vous garantit un certain anonymat en vous faisant passer par des proxys et des VPN. Parce que à la fin, monsieur, si on connecte ça à Facebook, notre anonymité, Non, non, par non, dehors de exemple, Facebook. Je pas... Non, quand même, il faut être. Désolé de le dire de cette manière, mais il faut être con oui, pour utiliser un outil pareil, bah, tu as le compte direct à Facebook. oui, Ça, justement, يعني. Non, je vous parle même d'un utilisateur qui fait très attention. Il n'est pas anonyme sur Internet. Sûrement, tout à l'heure, enfin, je pense dans 2 cours, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il utilise une clé de chiffrement? Pourquoi il chiffre la clé? Très bonne question. Parce que des fois, lui, il vous donne le choix. Est-ce que vous voulez supprimer tout ou garder certaines choses? Des fois, vous downloadez un fichier. Il vous donne le choix. Vous pouvez lui dire, oui, je veux garder tel et tel fichier. C'est pour ça qu'il y a ce principe de chiffrement. Même si vous téléchargez des données, les données sont chiffrées avec la totalité de la clé. Alors, oui, Hamdini, c'est quoi votre question? Rien ne les empêche de si vous commettez quelque chose et que les forces de l'ordre leur demandent de leur donner de... Alors, effectivement, rien ne les empêche de le faire, mais il faudra qu'on sache par quel proxy vous êtes passé. Parce que généralement, on ne passe pas par un seul proxy, mais on passe par une chaîne de proxy. Et les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils ont comme information? Ils ont l'information que ce proxy les a attaqués. Maintenant, il faut savoir qu'il y a proxy et proxy. Il y a proxy qui fait dans l'anonymisation totale. Ça veut dire que c'est des proxys qui vont effacer toutes leurs données chaque 24 heures. Il y en a ceux qui le font chaque 6 heures. Ça veut dire que les forces de l'ordre, il aura déjà effacé ses journaux, il les a déjà écrasés par d'autres journaux, etc. C'est pour ça que je vous dis, le choix des proxys aussi est important. Alors, dans les anonymiseurs ici, il y a Unix, Psiphon, etc. Donc, c'est pas ce qui manque. Hein. Bon, par exemple, si je prends le cas de Psiphon, personnellement, je l'utilise des fois. Il est sur mon téléphone. Alors, c'est un proxy VPN, tout simplement. Généralement, je l'utilise pour rentrer dans les sites qui sont bloqués en Algérie, notamment certains sites, quand ils bloquent Facebook ou autres. C'est pratiquement le même principe que ExpressVPN, NordVPN ou autre, ou bien OpenVPN. C'est des proxys VPN. Donc, ils vous changent votre adresse IP et ils chiffrent le flux. C'est pour ça que je vous dis, parmi tous les anonymiseurs, le plus efficace, c'est Tiles. Pourquoi? Parce que c'est un OS dans sa globalité. Maintenant, vous avez les anonymiseurs pour mobile. Vous avez Orbot, etc. Alors, tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous, mais ils collectent les données de ce user. Oui, ben, c'est leur job quelque part. Hein. Eux, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y a quelqu'un qui est tellement gentil, tellement nasmlah, qui a des trucs gratuits pour vos beaux yeux? Jamais. Et il récupère nos données. WinRAR, vous vous trompez énormément. En deuxième année, vous allez comprendre pourquoi. Deuxième année et master, vous allez comprendre pourquoi WinRAR, enfin. En M2, sécurité applicative, vous allez bien comprendre les choses. Donc, je disais, il n'y a aucun outil qui va vous donner des trucs gratuitement pour le plaisir de le faire. Dans le monde, tout est fort. Alors, le browser Tor a-t-il un VPN intégré? Oui, dans Tor, dans Tor, le principe de Tor, c'est déjà que c'est un chiffrement qui est fait et un passage par des nœuds Tor répartis sur la planète. Alors, tout à l'heure, votre camarade avait posé la question, quand je vous ai parlé des techniques pour bypasser, quand on modifiait l'adresse de source pour des destinations pour changer le chemin de routage, mais il faut connaître le réseau. Effectivement, il faut connaître le réseau. C'est pour ça que lors de la phase de découverte, ce qu'on essaye de faire, on essaye de tracer le diagramme du réseau. Maintenant, pour tracer le diagramme réseau,
On le fait de différentes manières, soit en collectant toutes les informations qu'on a sur toutes les centres qu'on a envoyées, etc. On essaie de le faire manuellement et tout. C'est un peu lourd à faire. Sinon, il y a des outils qui vont vous aider sur la base des scans que vous avez faits, sur la base des informations que vous avez collectées, d'essayer de remonter l'information et d'essayer de dessiner un réseau correct. Donc là, vous avez plusieurs outils. Vous avez Network Topology Maker, vous avez Op Manager, Dude, Net Surveyor, NetBrain, etc. À la base, c'est des outils qui sont utilisés par les administrateurs, mais en même temps, c'est des outils qui peuvent être détournés et utilisés à d'autres fins. Pour simplement parce qu'ils vont utiliser les connexions découvertes au niveau des couches 2 et 3 du modèle OSI pour pouvoir dessiner ce réseau. Maintenant, il y a des outils de découverte réseau aussi sur mobile. Bon, ils ne sont pas très efficaces, je vous l'accorde. Par exemple, Network Analyzer, Scanny, Port Android, etc. C'est des outils qui vont se limiter à vous dire quel est votre voisinage direct et quels sont les ports ouverts sur chacune des machines qu'il y a à côté de vous. Alors, si vous n'avez pas de questions, on arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis à votre service. Monsieur, Oui. monsieur تقدر تبعت